Dans le module 7, on va voir comment utiliser les quantités qu'on a obtenues dans le module précédent avec les analyses form de façon à effectuer des analyses de sensibilité. De voir comment est-ce qu'en changeant les paramètres de nos densités de probabilité, on peut venir affecter notre probabilité de défaillance. Donc, avant d'aller dans les détails, faisons un petit rappel de la nomenclature de ce qu'on utilise ici. X gras, ça va être notre ensemble de variables aléatoires. On a n variables aléatoires qui viennent définir soit la résistance ou la sollicitation. F de x, ça va être la densité de probabilité conjointe pour cet ensemble de variables aléatoires. G de x, notre fonction d'état limite, positive dans notre domaine de survie, négative dans notre domaine de défaillance. Et notre surface d'état limite, ça va être la frontière entre le domaine de défaillance et le domaine de survie, de telle sorte que notre fonction d'état limite g de x est égale à 0. Donc, on voit en magenta notre surface d'état limite. Ça va être notre densité de probabilité conjointe f de x. Domaine de défaillance, domaine de survie. Donc, oméga, oméga complément. Donc, toutes les x telles que notre fonction d'état limite est négative. Donc, on ne voit pas la fonction d'état limite. Elle sort de l'écran ici, elle rentre dans l'écran dans cette partie-là. Et on a nos PDF marginaux pour nos deux variables aléatoires x1 et x2. Donc, ce qu'on veut faire ici dans le module 7, c'est on veut faire une analyse de sensibilité. C'est-à-dire, on veut avoir une méthode de telle sorte que si on a un bêta actuel calculé, on veut dire, bien, moi, je veux changer la situation. Je veux intervenir de manière à soit, par exemple, changer les valeurs moyennes en faisant une intervention sur la structure, ou je veux aller récolter des informations de manière à diminuer l'incertitude par rapport à certaines de ces variables-là. Mais de façon à pouvoir choisir où est-ce que cette intervention-là ou cette collection de données doit être faite, on doit savoir quelle est la sensibilité de mon indice de fiabilité bêta par rapport à chacun des paramètres sur lesquels je peux intervenir. Okay? Donc ça, c'est le but à la fin. Pourquoi est-ce qu'on veut cette analyse de sensibilité-là? Ce qu'on va faire ensemble dans le module 7, c'est voir comment est-ce qu'on peut obtenir ces dérivées partielles. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va voir. Donc, quelle est l'importance relative de x, c'est-à-dire chacune de mes variables aléatoires dans PF et bêta, ma probabilité de défaillance et mon indice de fiabilité. Donc, on va venir quantifier l'importance de chacune des variables aléatoires elles-mêmes dans ma Z. On va voir Z, comme on l'a vu dans le module 2, je crois, c'est ma marge de sécurité normalisée. Et ensuite, on va venir voir quelle est la sensibilité de ma probabilité de défaillance et mon indice de fiabilité par rapport à θ. Donc, c'est quoi la différence? Ici, on venait quantifier la sensibilité par rapport aux variables aléatoires elles-mêmes. On n'a pas de contrôle sur le résultat des variables aléatoires. Par contre, ce sur quoi on a du contrôle, ce sont θ, les paramètres qui décrivent notre connaissance pour ces variables aléatoires-là. Donc, on peut avoir un effet soit sur, par exemple, la moyenne. Donc, on sait que si on vient faire un renforcement sur une membrure, on ne connaissait pas exactement sa résistance, mais on sait que l'effet du renforcement va être d'augmenter la résistance moyenne. Okay? Donc, on peut venir agir sur la moyenne, ou si je viens faire la collection de données, mais en acquérant ces données-là, je vais venir réduire l'incertitude par rapport à certaines de ces variables aléatoires-là. Donc, je peux agir sur l'écart type également. Donc, mais par contre, dans θ, ce qu'il faut voir, c'est que ces paramètres-là qui viennent définir nos densités de probabilité, certaines probabilités sont paramétrées par la moyenne et l'écart type, notamment la loi normale. Par contre, pour les autres lois de probabilité, l'interprétation des paramètres est plutôt difficile. Donc, ce qu'on va voir plutôt, c'est que plutôt que de trouver la sensibilité de PF et bêta par rapport à ces θ-là, qui peuvent parfois être peu intuitifs, on va venir ramener ça à la sensibilité par rapport à la moyenne et l'écart type, même si certaines de nos lois de probabilité ne sont pas paramétrées nativement par ces deux quantités. Okay? Et donc, tout ça, on va voir qu'on peut obtenir toutes ces quantités-là avec des calculs qu'on a déjà faits à partir des analyses form, où on est venu linéariser notre fonction d'état limite, de telle sorte que notre surface d'état limite maintenant est maintenant une ligne en 2D, un plan en 3D ou un hyperplan en plus de 3 dimensions. Donc tout ça, tout ce qu'on va voir dans ce module-là, ce sont des approximations analytiques qui vont être basées sur les analyses formes telles qu'on les a vues dans le module 6.
Donc, introduction, c'est ce qu'on vient de couvrir ensemble. Donc, on va voir la première étape, si on veut obtenir ces analyses de sensibilité, on doit venir réécrire notre fonction d'état limite linéarisée en trouvant une forme équivalente où cette sensibilité-là par rapport aux variables aléatoires va ressortir naturellement. Okay? Donc, on va venir reformuler ça comme étant bêta moins alpha E. On va voir ça étape par étape. Ensuite, on va utiliser cette reformulation de notre fonction d'état limite linéarisée de façon à venir quantifier l'importance de chacune de nos variables aléatoires sur Z, la marge de sécurité normalisée. Ensuite, on va venir quantifier l'importance des paramètres sur PF. Et ensuite, on va venir reparamétrer ça en la sensibilité de la moyenne et des écarts types sur PF. Donc ça nous amène à notre premier module qui fait partie du module d'utilisation des résultats, une certaine boîte à outils, où on peut voir, une fois qu'on a fait notre analyse de fiabilité, on a calculé une probabilité de défaillance, et par exemple, admettons que celle-ci ne corresponde pas aux attentes, ne corresponde pas aux normes. On doit prendre une action. Mais ça va nous permettre de voir sur quelle variable, sur quel paramètre associé à cette variable-là, je dois prendre une action de façon à ce que cette action soit la plus efficace possible. Donc, tout d'abord, voyons comment est-ce qu'on peut reformuler notre fonction d'état limite linéarisée de façon à faire ressortir les termes de sensibilité qui nous intéressent. OK? Donc, on va venir revoir ça. Donc, on a G de U qui est notre fonction d'état limite. Et ce qu'on avait vu plus tôt, c'est qu'on venait linéaire. Cette fonction-là, normalement, est non linéaire. Donc, ce qu'on a vu dans le contexte de FOSM et Form, c'est qu'on venait linéariser cette fonction-là. Donc, ça, c'est notre première expansion de série Taylor, où on voit que comme on vient linéariser sur le point de conception U étoile qui lui-même se trouve sur notre surface d'état limite, mais notre fonction d'état limite évaluée sur notre surface d'état limite, on sait que c'est 0. Okay? Donc, le terme ici vient tomber. Donc, il ne reste que le gradient de notre fonction d'état limite évalué à notre point de linéarisation fois U, ma variable aléatoire, moins U étoile, mon point de linéarisation. Donc, si je viens de distribuer G de U à l'intérieur de la parenthèse, j'obtiens le terme ici. Et on avait déterminé que bêta, bêta, par définition, c'est toujours la moyenne de notre G de U sur l'écart type de G de U. Okay? Où G, ça va être notre fonction d'état limite, évaluée pour la variable aléatoire normale centrée réduite U. Donc, la moyenne de G de U, c'est le terme qu'on a ici, parce que la moyenne de U, c'est 0, donc ce terme-là ne contribue pas à la moyenne. Donc, c'est moins gradient de U fois U étoile. Et l'écart type, ça va être quoi? Ce terme-là est constant, donc ne contribue pas à l'écart type. Donc, la variance, c'est gradient fois matrice identité fois gradient transposé. Donc, l'écart type, c'est la racine de ça. Donc, c'est ce qui nous donne la formulation qu'on avait vue ici, où bêta va être égal à alpha U. Mon vecteur gradient négatif normalisé fois U étoile, mon vecteur qui représente mon point de conception. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, normalement, on s'est arrêté ici, okay? Mais là, ce qu'on va voir, on va rajouter un terme de façon à faire sortir nos termes de sensibilité. Donc, pour ça, je vais venir multiplier par la norme du gradient divisé par la norme du gradient. Donc, la norme du gradient sur la norme du gradient, c'est 1, donc je ne change pas mon équation en venant multiplier par ce terme-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je viens distribuer ces termes-là à l'intérieur de ma parenthèse? Donc ici, je vais avoir le gradient sur la norme du gradient. Donc, on avait déjà vu, le gradient normalisé, c'est moins alpha. Okay? Donc, et ici, gradient fois norme du gradient. Gradient divisé par norme du gradient, ça va me donner un moins alpha. Moins alpha fois moins, ça va donner plus. Okay? Donc, je vais éliminer mon moins ici. Et alpha fois U, on avait vu que alpha fois U, ça me donne bêta. Donc, le terme ici va se transformer en bêta. Ici, je vais avoir moins alpha U. Donc, bêta moins alpha U fois ma norme du gradient va être égal à ma fonction d'état limite linéarisée. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. Donc, la norme du gradient ici, mon bêta, en fait, c'est le terme qui est à droite ici, c'est-à-dire gradient divisé par la norme du gradient, mais ça me donne moins alpha, moins, ça me fait plus, et alpha fois U, ça me donne bêta. Donc, ça, c'est mon terme bêta. Ici, gradient sur la norme du gradient, on a dit que c'est moins alpha fois U, c'est mon moins alpha U que j'ai sur mon terme à droite ici. Donc, voilà comment on a pu réécrire notre terme ici comme étant notre fonction d'état limite est égale à la norme du gradient fois bêta moins alpha U. Donc, si on regarde ça sur le graphique à droite ici, c'est comme de dire qu'on peut
reformuler la probabilité de défaillance comme étant la probabilité que bêta moins alpha u est plus petit ou égal à 0. Ou ici, notre surface d'état limite linéarisée, donc qui est représentée en turquoise, ça va être bêta moins alpha u est égal à 0. Okay? L'équation de cette droite-là, c'est bêta moins alpha u est égal à 0. Donc, qui est représenté ici de façon explicite. Et ce qu'on voit ici, c'est que alpha, qui est notre vecteur gradient négatif normalisé, si je multiplie alpha fois u étoile, mon point de linéarisation, eh bien, j'obtiens bêta ici. Okay? On avait déjà vu ça dans les modules précédents. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je viens multiplier alpha fois u? Donc, alpha, c'est mon vecteur gradient négatif normalisé. Je viens le reporter à mon point u pour lequel je vais évaluer. Okay? Alpha fois u, ça représente la projection de ce point-là sur mon vecteur alpha qui serait placé à l'origine. Okay? Donc, ça me donne une distance ici. On voit que cette distance-là est plus courte que bêta. Parce que bêta ici, c'est mon point qui est là. Donc, si mon point U est dans la partie blanche ici, la projection de mon vecteur alpha, plutôt la projection de mon point U sur mon vecteur alpha, ça me donne ma longueur ici, qui va toujours être plus courte que bêta. Au contraire, si mon point est dans ma région qui est en turquoise ici, donc si je viens projeter ce point-là sur mon vecteur alpha, mais je vais avoir un alpha u qui va être plus grand que bêta. Donc, en faisant bêta moins alpha u, dès que mon point u va être dans ma région turquoise, bien, cette quantité-là va être plus petite que 0. Au contraire, si mon point u se retrouve dans ma région qui est en blanc, bêta moins alpha u va être positif. Okay? Donc, je peux utiliser cette nouvelle reformulation de ma fonction d'état limite linéarisée de façon à déterminer est-ce que je suis dans mon domaine de survie ou dans mon domaine de défaillance. Et c'est ce qu'on va utiliser de façon à quantifier nos sensibilités. Donc, pour faire ça, on va commencer par quantifier la sensibilité de chacune des variables aléatoires par rapport à Z. Comme on l'a vu dans le module 2, c'est notre marge de sécurité normalisée. Donc, on va venir revoir ce concept-là. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on fait cette sensibilité-là, cette quantification de l'importance lorsque nos variables aléatoires sont importantes. Et on va voir que les alpha i, les valeurs de notre les composants de notre vecteur de gradient négatif normalisé, viennent directement nous informer sur cette sensibilité. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut dépasser ce cas où nos variables sont indépendantes lorsque nos variables sont elles-mêmes dépendantes. Donc, dans ces cas-là, on va se définir une nouvelle mesure d'importance gamma qui vient tenir compte du fait que certaines de nos variables peuvent être dépendantes. OK, on débute. Rappelez-vous, au module 2, on a vu le concept de marge de sécurité normalisée. OK, donc on avait dit Z, ça va être ou on va plutôt juste marge de sécurité. Donc marge de sécurité Z, ça va être la distance entre R et S. Okay, la résistance de ma composante moins la sollicitation appliquée sur celle-ci. Et on avait dit Z, ma marge de sécurité, lorsque celle-ci va prendre une valeur qui est plus petite ou égale à 0, j'aurai défaillance, plus grand que 0, j'aurai survie. Donc on avait défini la probabilité de défaillance comme la probabilité de l'événement où Z est plus petit ou égal à 0. Donc, lorsqu'on prend un premier cas où on fait l'hypothèse que chacune de nos variables aléatoires xi sont indépendantes les unes des autres. Donc, dans ce cas-là, on va dire que Z, ma marge de sécurité, c'est en tout point équivalent à une fonction d'état limite, où mes variables aléatoires seraient R et S. Donc, dans un tel cas, on avait dit également qu'on a un point x qui correspond toujours à notre point U dans l'espace normal centré réduit. Donc, c'est pour ça qu'on a pu dire dans les modules précédents que g de x est égal à g de u, parce que pour un point x, il y a un seul point U. Donc, ensuite, là, ce qu'on a vu dans les diapositives précédentes, c'est qu'on pouvait reformer notre linéarisation de g de u comme étant le gradient ou la norme du gradient à u étoile fois bêta moins alpha u. Et ça, c'est égal à g de u, mais comme g de u est égal à g de x qui est égal à z, on peut reformuler ça comme ceci. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ce z, on va envoyer plutôt la norme du gradient du côté de z. Okay? Donc, on peut dire que z sur la norme du gradient va être approximativement égal à bêta moins alpha u. Et donc, notre alpha u, c'est quoi? Ça va être alpha 1 u1, alpha 2 u2 jusqu'à alpha n un. Donc, c'est chacune des composantes de alpha fois chacune de mes variables aléatoires normales centrées réduites.
Donc, ici, si on reprend ça, ici, comme notre marge de sécurité, ça va être une équation linéaire de type y est égal à ax plus b, on a vu ensemble dans le module 0, lorsqu'on a revu les concepts fondamentaux de la théorie de la probabilité, comment est-ce qu'on pouvait propager des incertitudes à travers des fonctions linéaires, des fonctions affines. Donc ici, si je cherche quelle va être l'espérance mathématique de z sur la norme du gradient, donc c'est bêta moins alpha u, U, c'est une variable aléatoire. Je veux propager l'incertitude sur U, qui est une variable normale centrée réduite, sur l'incertitude sur ma sortie ici. Donc ici, pour ce qui est de l'espérance mathématique, donc l'espérance mathématique, le terme à droite, ici U, a une moyenne de 0. Okay? Donc ce terme-là ici, la moyenne c'est 0, donc la moyenne de tout ce terme-là, c'est que ma partie constante, ça va être que bêta. Parce que si on a une fonction y égale à ax plus b, mais le terme ici, ça va être, si on veut faire la moyenne de cette fonction y égale à x plus b, ça va être b plus a fois mx. Ou dans notre cas ici, mx c'est 0, donc le terme ici tombe à 0, il nous reste que notre bêta. On va faire la même chose pour la variance de z sur la norme du gradient, mais ici, le terme qui est le terme constant ne contribue pas, donc le terme bêta ne contribue pas à la variance. J'ai que u, qui est une variable aléatoire, qui a une covariance qui est identité, donc ça va être alpha fois identité fois alpha transposé. Donc, comme on avait vu, si on a une fonction y est égal à ax plus b, ma covariance pour y, c'est a sigma x a transpose, ou notre sigma x ici, dans notre cas pour u, c'est une matrice identité. Donc, ça devient quoi? Ça devient a fois alpha transposé, qui est simplement la somme au carré de chacune des composantes de notre vecteur qui est radian négatif normalisé. Et ça ici, comme c'est un vecteur qui est unitaire, bien, la somme des composantes au carré va me donner 1. Donc, à la fin, on peut interpréter chacun de ces alpha carrés comme étant la contribution de chacune des variables normales centrées réduites UI à la variance de z, c'est ma marge de sécurité, z sur le gradient de ma fonction de limite, ça va être la marge de sécurité normalisée. Okay? Et à la fin, ça va être ça ma mesure d'importance. Ça va être chacun des alpha carrés va me renseigner par rapport à l'importance de chacune de mes variables aléatoires. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ces signes-là? Donc là, gardez en tête, on est toujours dans le contexte où chacune de mes variables aléatoires sont indépendantes les unes des autres. Donc, après ça, si dans ce cas-là, mes alpha carrés vont correspondre à l'importance relative de mes xi, chacune de mes variables aléatoires, à la variance de ma marge de sécurité normalisée. Et ensuite, on peut aussi utiliser le signe de ces alpha. Donc, si alpha est négatif, ça veut dire que la variable xi contribue à la capacité. Si au contraire, alpha i est positif, ça veut dire que la variable correspondante xi va correspondre à la demande. Okay? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Donc, on avait vu précédemment que ma surface d'état limite peut être reparamétrée comme étant bêta moins alpha u. De telle sorte que si bêta moins alpha u est négatif, je demande mon domaine de défaillance, bêta moins alpha u est positif, je demande mon domaine de survie. Donc, ça veut dire quoi? Si alpha u est plus grand que bêta, ben cette différence-là va tomber dans les valeurs négatives. Si alpha u est plus petite que bêta, je vais être dans mon domaine de survie. OK? Donc, si on vient regarder la formule qu'on a ici, on est venu décomposer ce produit alpha u, alpha u1, alpha 2 u2, etc. Donc, il faut s'imaginer ici, plus je vais venir avoir ici une valeur qui est élevée, donc si par exemple j'ai un alpha qui est positif, donc ici ça veut dire que bêta moins quelque chose de positif, je vais venir diminuer la distance ici. Ça veut dire que je vais contribuer à diminuer cette distance-là, donc ça va être la sollicitation appliquée sur ma composante. Au contraire, si j'ai une valeur ici qui est négative, ça veut dire bêta moins moins, donc plus, je vais contribuer à augmenter la distance entre l'origine et mon plan. Donc ici, je vais contribuer à la capacité. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut venir interpréter les signes de nos variables aléatoires. Donc notre problème n'a pas besoin d'être formulé comme étant une marge de sécurité R-S. Peu importe quelle va être notre fonction d'état limite, on va pouvoir dire, mais chacune de ces variables-là vient contribuer à la fin à augmenter la capacité ou à
augmenter la sollicitation sur notre structure. Donc, si on regarde un exemple, ici, on a deux variables aléatoires U1, U2. J'ai mon vecteur ici, alpha. Donc, ma première composante est négative, ma deuxième composante est positive. Et les deux valeurs, comme ma ligne ici est à peu près à 45 degrés, les deux composantes sont à peu près égales. Donc, ici, c'est de dire quoi? Mais comme mon alpha 1 est négatif, il va correspondre à ma capacité. Alpha 2 est positif, va correspondre à ma demande. Et comme la magnitude de alpha 1 et alpha 2 sont à peu près égales, ben, l'importance de x1 et x2 sont également à peu près égales. Deuxième cas, on a alpha 1 qui est toujours négatif, alpha 2 qui est positif. Mais cette fois-ci, alpha 2 est plus grand en magnitude que alpha 1. Donc, alpha 1 négatif toujours correspond à la capacité, alpha 2 positif correspond à la demande, mais comme alpha 1 est plus petit que alpha 2 en magnitude, bien on peut dire que x2 va avoir une importance plus grande que x1. Donc, troisième cas, donc on a alpha 1 qui est maintenant positif, alpha 2 qui est négatif. Donc maintenant, on vient renverser le rôle des variables. Donc alpha 1 maintenant contribue à la demande, alpha 2 à la capacité. Et comme alpha 1 en magnitude est plus élevé que alpha 2, mais alpha 1 aura, ou plutôt x1 aura une importance plus grande que x2. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser les valeurs de alpha qu'on aura déjà obtenues d'une analyse form de façon à venir quantifier l'importance relative de chacune de mes variables aléatoires. Donc, si on met ça en pratique, on a encore notre exemple où on a une composante qui est une barre soumise à un effort de traction. Donc ici, la barre est soumise à un effort S et la résistance de cette barre-là est gouvernée par l'incertitude sur ses dimensions géométriques. De telle sorte que la résistance, c'est l'aire de section qui est gouvernée par la dimension transversale fois Fy, la limite élastique qui est, elle, déterministe. Ici, on fait l'hypothèse que D et S sont statistiquement indépendantes. Voilà mes paramètres pour D, voilà mes paramètres pour S, qui sont paramétrés par moyenne écart-type, moyenne écart-type. Okay? Donc, ça, on a vu la même chose dans le module 6, comment résoudre en détail cet exercice-là. Allez revoir le module 6 si vous voulez plus de détails. Mais on avait déjà obtenu ce vecteur gradient négatif normalisé, moins 0,77 et moins 0,64. Ce vecteur-là, c'est le vecteur qui est ici en bleu. Okay? Parce que le vecteur alpha est toujours défini dans l'espace normal centré réduit. Donc maintenant, on peut utiliser directement cette quantité-là qu'on avait obtenue de façon à dire, ben OK, j'ai mon première composante U1, donc qui va venir être négative. Donc ça veut dire négatif contribue à la capacité. Deuxième variable, positif, va contribuer à la demande. Donc on peut voir par rapport à ce qu'on avait ici, bien effectivement la dimension contribue à la capacité, la sollicitation contribue bien à la demande. Donc voilà comment on peut interpréter les signes. Et ensuite, en termes de magnitude, les deux ont une magnitude qui est très similaire, donc les deux auront une importance relative qui est à peu près égale. Donc ça, c'est dans le cas où les variables aléatoires sont indépendantes l'une de l'autre. Mais par contre, ça ne tient plus lorsqu'on a de la dépendance, lorsqu'on a de la corrélation entre les variables aléatoires. Pourquoi? Parce que ici, on a notre espace normal centré réduit, on voit qu'il est déformé par rapport à mon espace original. Donc ici, comme on a cette transformation non linéaire entre l'espace original et l'espace normal centré réduit, on doit venir corriger notre formulation. Donc, qu'arrive-t-il lorsque nos variables aléatoires ne sont plus statistiquement indépendantes? Donc, il n'y a plus correspondance directe entre mes alpha carrés et l'importance des xi à la variance de ma marge de sécurité normalisée. Donc, la solution, comment est-ce qu'on peut venir ajouter une correction? C'est en venant linéariser notre transformation, comme on l'a vu dans le module 6, de x vers u. Donc, t, c'est ma transformation qui me permet de passer de mon espace original à mon espace u normal centré réduit. Et on veut venir linéariser cette transformation-là à u étoile, mon point de conception. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, ma fonction que je vais avoir de x vers u, je vais venir approximer ça par, encore une fois, une approximation une expansion de série Taylor du premier ordre. C'est-à-dire, je vais avoir mon jacobien, ma matrice de dérivée partielle de chacun de mes u par rapport à chacun de mes x. Cette dérivée-là, on l'a déjà obtenue au module 6. On en avait déjà besoin de façon à calculer le gradient de notre fonction, okay? De notre fonction d'état limite.
Donc, U étoile, c'est mon point de linéarisation. X étoile, c'est mon point correspondant dans l'espace original. Et X, c'est le point pour lequel je vais évaluer ma fonction. Donc, on a déjà tout en même pour faire cette linéarisation-là. Et ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va dire, on va approximer X tilde comme étant une variable aléatoire normale équivalente. Okay? Donc, quand on a ces transformations non linéaires, c'est aussi parce qu'on peut avoir des variables aléatoires qui ne seront plus normales. Okay? Dès qu'on va avoir une transformation de variable non normale vers l'espace normal centré réduit, ça amène une transformation non linéaire. Même chose, on amène la dépendance. Donc, dans le cas ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire l'hypothèse qu'on va venir linéariser notre transformation. Et linéariser la transformation, c'est en fait équivalent à faire l'hypothèse qu'on va venir représenter nos variables aléatoires dans le domaine original comme étant une loi normale multivariée. Okay? Donc, et la moyenne pour cette loi normale multivariée dans l'espace original, mon mx, ça va être x étoile moins mon jacobien de ma transformation qui était déjà disponible ici. Donc, c'est l'inverse de jux fois u étoile. Et ma covariance pour ma variable aléatoire normale multivariée équivalente, ça va être l'inverse de cette transformation-là. Donc, ça va être l'inverse de ux, c'est jxu, fois ma matrice identité, fois ma matrice ici transposée. Okay? Donc, ça, c'est équivalent à mon jxu, le même que j'avais ici, fois jxu transposé. Parfait. Et donc, comme je vous le disais, mais ça, c'est équivalent à faire quoi? On a à gauche, ici en haut, notre PDF normal centré réduit. Donc, normal, moyenne de 0, écart type de 1. Ce qu'on a ici, c'est son CDF. En bleu, ici, derrière, j'ai mon PDF marginal pour une loi quelconque dans mon espace X original. J'ai en rouge ma ligne pleine, son CDF. Okay? Donc, comme on a ici l'espace normal centré réduit, on a un espace original quelconque qui n'est pas normal. Mais ici, ce qu'on a vu, c'est que dès qu'on avait la transformation qu'on pouvait faire à partir des CDF, donc si par exemple je veux passer d'un x égale à 0.89, je lis la valeur sur le CDF, je lis la valeur sur le CDF, ça me donne une valeur de 0. Okay? Donc ça, c'est cette transformation-là à partir des CDF. Lorsqu'on passe de non normal à normal, ça va être une transformation qui est non linéaire. Et comme on a cette transformation non linéaire-là, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas directement interpréter les alpha carrés comme étant des importances relatives. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient normaliser cette transformation. On ne vient pas normaliser, on vient linéariser cette transformation et on vient linéariser cette transformation à la moyenne ici. Okay? Donc, en faisant ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on sait que si on vient linéariser cette transformation-là, c'est équivalent à modéliser nos variables dans l'espace original comme étant une loi normale multivariée qui va avoir les mêmes moments. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on va venir faire ici. Et c'est ce que j'ai représenté ici en mauve, c'est la loi normale équivalente qui résulte d'une transformation linéaire ici, ou plutôt de la linéarisation de notre transformation d'un espace à l'autre. OK, donc, petit rappel, on a vu que notre marge de sécurité normalisée, ça va être approximé par bêta moins alpha u. Donc ici, si on vient remplacer U par notre transformation qu'on avait vue ici, donc U, ça va être U étoile plus le jacobien de U vers X fois X moins X étoile. Donc si on vient remplacer ça, ce U-là, par ce qu'on avait ici, où X tilde, c'est ma nouvelle variable aléatoire normale multivariée, dans mon espace original, on sait que bêta moins alpha U étoile, ça va donner 0, donc il va me rester qu'à distribuer ce moins alpha ici. Donc, ça me donne cette marge de sécurité normalisée, moins alpha, le jacobien de U vers X, ma matrice de dérivée partielle, fois ma variable aléatoire originale équivalente X tilde, moins X étoile. Donc ici, si je veux calculer l'espérance mathématique de ceci, donc j'évalue cette fonction-là pour la moyenne ici. Donc, on a vu ça, c'était moyenne de X tilde qu'on avait calculé à la diapositive précédente. Et ici, si je viens remplacer ce mx étoile, on a vu que c'était x étoile moins mon jacobien de x vers u fois u étoile. Parfait. Donc là, j'ai x étoile moins x étoile, cet terme-là va tomber. Donc, je vais avoir moins alpha jacobien de ux fois jacobien de xu. Okay? Donc là, on a un jacobien fois j'ai un jacobien fois jxu, donc jxu va être égal à l'inverse de jux est égal à l'inverse de jxu. Donc là, ici, ce que j'ai en fait une matrice
fois son inverse. Une matrice fois son inverse, ça va donner quoi? Ça va donner ma matrice identité. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Les x s'en vont, matrice fois son inverse, ça me donne la matrice identité. Il va me rester moins alpha U étoile. Donc ça ici, bien, comme je vous le disais, le terme x s'en va, j'ai une matrice fois son inverse, il me reste alpha U étoile. Alpha U étoile, c'est quoi? C'est bêta. Donc on voit ici, on retombe toujours sur nos pieds. Okay? Même si on a linéarisé, on voit que l'espérance mathématique de ma marge de sécurité normalisée, c'est bel et bien égal à bêta. Parfait. Mais ce qui va m'intéresser, c'est la variance de ce terme-là. Donc la variance de ce terme-là, ça va être la variance de ce que j'ai ici. Donc la matrice de covariance, ça va être sigma xx. Donc le terme ici, alpha JUX fois x étoile, c'est tout un terme constant, il ne vient pas contribuer. Donc c'est juste le terme ici, alpha JUX fois x tilde, qui vient contribuer. Donc ça va être alpha JUX fois sigma xx fois la même chose transposée. Donc c'est ce qu'on a ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir séparer ce terme-là en deux parties. Une partie qui va venir mesurer la sensibilité ou l'importance des écarts-types et l'autre des termes de covariance. Donc, je viens briser cette matrice de covariance en la partie qui correspond à une matrice diagonale qui contient les variances sur la diagonale, donc c'est-à-dire D fois D, donc les variances, une matrice diagonale qui contient que les variances, et la matrice complète moins le terme que j'ai ajouté ici, qui va être simplement les termes de covariance. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que les termes ici qui viennent mesurer l'importance de chacune des variables par rapport à Z, ma marge de sécurité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ma mesure de sensibilité va être en fait le terme ici, c'est-à-dire ces trois termes-là à gauche. Alpha, ma matrice jacobienne et ma matrice d'écart-type. Et ça, cette mesure d'importance-là, on va l'appeler notre gamma chapeau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces termes-là et on va les normaliser. Donc, en divisant par la norme ou la longueur du gradient. Et on peut dire que ce alpha chapeau, ce gamma chapeau, pardon, correspond à l'importance relative de chacune de mes variables aléatoires par rapport à, encore une fois, l'écart type de ma marge de sécurité normalisée. Donc, c'est la même chose que mes alpha, mais cette fois-ci, ces gamma peuvent être utilisés pour des variables aléatoires qui sont, cette fois-ci, corrélées. Et encore une fois, l'interprétation des signes est analogue à ce qu'on avait pour nos alpha, c'est-à-dire qu'une valeur négative de gamma chapeau indique que ma variable correspondante xi correspond à la capacité, une valeur positive de gamma chapeau correspond à la demande. OK, on reprend notre même exemple, donc où cette fois-ci, j'ai ma densité de probabilité conjointe qui est décrite par une loi Nataf. J'ai un coefficient de corrélation de 0.3 entre D et S. D suit une loi log normale, S suit une loi Gumbel. Et rappelez-vous ce qu'on a défini, c'est que on va venir représenter dans mon espace original pour x1 et x2, plutôt que ce soit une loi Nataf avec une marginale log normale et Gumbel, maintenant on va représenter ça par une loi normale multivariée équivalente, où ma covariance pour cette normale-là, ça va être le produit des jacobiens, et jacobiens transposés, et ma matrice d'écart type dx, ça va être la racine des termes que j'ai ici sur ma matrice de covariance. Donc, petit rappel de ce qu'on a vu dans les modules précédents, on vient modéliser ça par une loi Nataf, pour laquelle je vais déterminer mon coefficient de corrélation pour ma matrice R0. On a vu ça dans le module 3. Ça, c'est ma fonction qui me permet de calculer mon coefficient C qui vient multiplier mon coefficient de corrélation de 0.3. Donc, j'obtiens ma matrice de corrélation. Je la décompose en faisant ma factorisation de Cholesky, mon L0. Et donc, ça donne directement mon JUX. Mon JUX qui est le produit de mes deux matrices de transformation, ou mes deux matrices jacobiennes, de JUZ fois JZX. Donc ça, c'est mon JUZ, ça, c'est mon JZX, le produit des deux, pour ma loi de Nataf, me donne directement mon JUX. Ici, il n'y a rien de nouveau. Okay? On a déjà besoin de ça pour notre analyse form. Donc, on aura déjà toutes ces quantités-là qui sont calculées. Il ne nous reste plus qu'à les utiliser. Donc, je vous rappelle, dans le cas de la loi Nataf, ça, c'est mon espace original. On passe dans un premier temps dans l'espace normal centré réduit corrélé. Donc, on passe de X à Z à partir des transformations une à une qui utilisent l'égalité des CDF. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retirer cette corrélation. On fait ça en multipliant Z par l'inverse
de ma décomposition de Cholesky, de la matrice de corrélation ici, ce qui va me donner mon espace normal centré réduit, où j'ai ma symétrie rotationnelle qui me permet d'approximer PF par le CDF normal centré réduit de moins bêta, la distance entre l'origine et le plan qui représente ma surface d'état limite. Si à l'inverse, je pars de mon espace U normal centré réduit à mon espace Z à mon espace X, je multiplie simplement U par L0, décomposition de Cholesky, et ensuite de Z à X en faisant l'inverse de mes transformations par l'égalité des CDF. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le module 6 avec Form. Donc ça, c'est les résultats qu'on avait justement obtenus au module 6. On avait obtenu notre alpha ici, qui est représenté en bleu, de moins 0,69 et 0,73. Donc ce qu'on dit ici, c'est que quand on a de la corrélation entre nos variables aléatoires, on ne peut pas directement utiliser ce vecteur alpha de façon à interpréter l'importance relative des variables aléatoires. Et on peut voir ça parce que ici, alpha de moins 0,69 à 0,73, et on a notre gamma chapeau, qui est notre alpha JUX qu'on a déjà, fois notre matrice d'écart type, on vient normaliser ce vecteur-là. OK? Donc, rappelez-vous, on avait déjà toutes ces quantités-là à partir d'une analyse form. On est juste venu calculer ceci, puis il nous donne moins 0,77 et 0,64. Donc, si on interprète les signes, la première variable aléatoire est négative, donc contribue à la capacité. Donc, première variable aléatoire, rappelez-vous, c'est par rapport à la dimension, donc c'est bel et bien une variable qui affecte la capacité. La deuxième est positive, va contribuer à la demande. Effectivement, c'est la force appliquée sur ma membrure, c'est bel et bien la demande. Maintenant, en ce qui a trait à la magnitude des signes, notre alpha ici, alpha 2 était plus grand que alpha 1, mais on voit ici que si on vient corriger pour le fait que nos variables aléatoires sont corrélées, mais ici on voit que alpha gamma 1 est plus important que gamma 2, donc ça veut dire que, en fait, la dimension due à la corrélation, la dimension va avoir une importance plus grande que la sollicitation, ce qui n'était pas visible ici si on n'avait pas effectué la correction. Parfait. Donc là, maintenant, on a vu comment est-ce qu'on pouvait quantifier l'importance de chacune de nos variables aléatoires pour notre bêta, ou plutôt pour notre marge de sécurité normalisée. Donc maintenant, on va aller une étape plus loin pour venir quantifier l'importance relative de θ, les paramètres qui viennent décrire nos variables aléatoires, ou plutôt qui viennent décrire les PDF de nos variables aléatoires. Quelle est l'importance de ces paramètres-là pour PF ou pour bêta? Donc, on va venir introduire ça un peu plus en détail. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut estimer le gradient de bêta, le gradient de mon indice de fiabilité par rapport à chacun de ces paramètres-là. Et ça, ce qu'on va voir, c'est que ça fait intervenir le jacobien de U par rapport à θ. Donc, le jacobien de notre fonction de transformation de l'espace original vers l'espace normal centré réduit par rapport à chacune de mes variables, des paramètres de mes variables aléatoires. OK. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à quantifier dans cette section-là? C'est, sachant qu'on a un ensemble de variables aléatoires X qui contient n variables, et où je décris ces variables-là par une densité de probabilité conjointe, ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à maintenant, on décrivait une densité de probabilité conjointe comme étant f de x. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est une représentation qui est implicite. OK? Pourquoi? Ou qui représente de façon implicite la dépendance par rapport à θ. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a une densité de probabilité conjointe, mais on fait implicitement l'hypothèse que cette densité-là est décrite par certains paramètres. Okay? Là, ce qu'on va venir faire, c'est explicitement représenter cette dépendance en mettant point-virgule et les paramètres. Okay? Donc ça, ici, on vient, avec ce point-virgule-là et les paramètres, montrer explicitement que cette densité de probabilité-là est paramétrée par θf. Et donc, ce qu'on va chercher, on va chercher la dérivée partielle de bêta par rapport à chacun des paramètres dans θf. Donc, le gradient de bêta par rapport à mon vecteur θf, on va faire la même chose pour pf. Trouver quel va être le gradient de ma probabilité de défaillance par rapport à chacun de ces paramètres. Donc, et ça, on va faire ça à partir, encore une fois, des résultats intermédiaires qu'on aura obtenus à partir de l'analyse form qu'on a vue au module 6. Donc, pour faire ça, on va voir d'abord une certaine identité qu'on va venir réutiliser plus tard de façon à faire venir ressortir nos termes de sensibilité qui nous intéressent. Donc, rien de nouveau ici. On a vu que U étoile, mon point de conception, va être égal à bêta fois alpha. Parce que rappelez-vous, alpha, c'est mon vecteur gradient négatif normalisé. Si je le place à l'origine, il va être perpendiculaire à ma surface d'état limite et il va pointer vers mon domaine de défaillance.
Donc, si je multiplie ce vecteur alpha fois une longueur bêta, mais rappelez-vous, ça me donne U étoile, mon point de conception, qui est le point qui est sur ma surface d'état limite et qui est le plus près de l'origine. Donc ça ici, c'est ce qu'on avait déjà vu auparavant, mais ce qu'on va introduire ici, c'est cette nouvelle quantité-là. Alpha, c'est un vecteur qui est normalisé. Donc si je prends alpha fois alpha transposé, ça me donne alpha fois le vecteur qui est transposé, ça va être un vecteur qui est orthogonal. Donc le produit de deux vecteurs orthogonaux, ça me donne quoi? Ça me donne 1. OK? Je vais venir utiliser ça dans quelques instants. Donc, ce qu'on va faire, donc là, ce que je fais là, en fait, c'est que je vais formuler mes équations. Donc, je vais dériver ce terme-là de façon à ce qu'on va faire venir apparaître la dérivée de bêta par rapport à θ. OK, regardez bien. Donc, je vais faire la dérivée de ceci. Donc, dérivée de alpha fois alpha transposé par rapport à θ. Donc, ça va me donner quoi? Bien, par rapport à la règle de dérivation ici, ça va me donner d alpha dθ fois alpha plus alpha fois d alpha dθ. Donc, c'est donc de dire, j'ai 2 fois alpha fois d alpha dθ. Et ça ici, on sait que c'est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on avait dit précédemment que alpha fois alpha transposé, c'est égal à 1. La dérivée d'une constante par rapport à θ, on sait que c'est 0. OK? Donc, on sait que ces termes de dérivée-là sont égaux à 0. Parfait. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire du dθ. Donc, le du dθ que j'ai ici, ça va être quoi? Ça va être égal à dérivée de bêta par rapport à θ fois alpha θ. Et ici, je vais avoir bêta fois dérivée de alpha par rapport à θ. Donc, parfait. Donc, ce qu'on va venir faire ici, on va venir multiplier à gauche et à droite par alpha chapeau. OK? Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Si je vais multiplier ces termes-là par alpha, je vais avoir alpha fois alpha transposé. On a vu que alpha fois alpha transposé va être égal à 1. Si je vais multiplier par alpha ici, alpha fois bêta, ça va me donner quoi? Ça va me donner mon U étoile. Donc, si je fais ça, donc je multiplie par chacun de mes termes par alpha. Donc, ici, ce terme alpha fois alpha transposé, ça me donne 1. Ce alpha transposé fois alpha, ça ne va pas donner U étoile. En fait, je peux même simplifier ça davantage. Ça va me donner 0, parce qu'on l'avait déterminé ici. Donc, si ça me donne 0, ce terme-là tombe. Donc, il ne va me rester que les termes qui sont ici. d bêta dθ, c'est ce que je cherchais, va être égal à alpha fois du dθ. Donc, on a cette dérivée qui nous intéresse, qui est fonction de notre vecteur gradient négatif normalisé qu'on a déjà. Tout ce qui nous reste à obtenir, c'est notre du étoile dθ. C'est-à-dire quoi? Ça va être la dérivée partielle de notre fonction de transformation de x vers u par rapport à θ évaluée à notre point de conception. Donc, rappelez-vous, on a cette fonction de transformation qu'on avait définie et qu'on avait vue en détail au module 6 pour passer de x, notre espace d'original, à notre espace u. Et ça, implicitement, c'est fonction des paramètres θ qui viennent définir les paramètres des densités de probabilité de chacune de nos variables aléatoires. Donc, si on change ces paramètres-là, ça va changer notre fonction de transformation. Et où on a cette même fonction-là pour notre U étoile, fonction de X étoile. Comme on a une correspondance 1 à 1 entre U et X, on a la même chose pour U étoile et X étoile. Donc, la dérivée partielle de bêta par rapport à chacun des paramètres que j'ai dans mon vecteur θ, ça va être mon vecteur alpha fois la matrice jacobienne des dérivées partielles de chacun des U par rapport à chacun des θ. Okay? Donc, c'est cette fonction de transformation que je vais dériver non pas par rapport à x, mais par rapport à θ. Donc, si on vient représenter ça, ce jacobien, c'est quoi? Chaque ligne, ça représente chacun des u, chacune de mes variables aléatoires normales centrées rigides. Donc, u1, u2 jusqu'à un. Et chacune des colonnes, c'est chacun des paramètres. Donc, θ1, θ2, θ3 jusqu'à θn. Et cette transformation, c'est quoi? C'est les transformations qu'on avait définies au module 6 de façon à passer d'un certain x à un certain u. Et ce que je viens faire, je vais simplement venir dériver ces transformations-là par rapport à chacun de mes θ. Et finalement, ça c'est pour mon gradient par rapport à bêta. Si je veux obtenir de façon équivalente le gradient plutôt par rapport à PF, ma probabilité de défaillance, mais à partir des règles de dérivation en chaîne, ça va être
le dérivé de ma fonction de PF par rapport à bêta fois d bêta dθ. Donc, dPF dβ. Donc, la relation entre PF et bêta, c'est quoi? C'est le phi majuscule, c'est-à-dire le CDF normal centré réduit de moins bêta. Donc, la dérivée du CDF, c'est le PDF. Donc, ici, j'ai phi minuscule, qui est le moins le PDF de bêta, fois le gradient de bêta par rapport à θ, qu'on va venir calculer ici. Donc, pour des distributions conjointes qui sont de type NATAF, le jacobien de U par rapport à θF est obtenu de façon générale sous cette forme. C'est-à-dire, ça va être quoi? Ça va être l'inverse de ma décomposition de Cholesky de ma matrice de corrélation dans l'espace normal centré réduit, fois le ratio de 1 sur le PDF normal centré réduit de ZI, fois la dérivée du CDF marginal de X1 par rapport à θ1, OK? Et θi. Donc, je fais ça, chaque ligne, ça représente un Z, chaque colonne, ça représente un de mes paramètres. Donc, j'ai qu'à remplir cette matrice-là et j'aurai tout pour obtenir mes analyses de sensibilité. Donc, on a deux options, soit qu'on obtient nos dérivées de façon analytique, donc dans certains cas c'est facile, dans certains cas c'est plus compliqué, soit, si on ne veut pas se casser la tête, c'est facile d'implémenter dans l'ordinateur des routines de façon à venir calculer les dérivées numériques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire quoi? On va introduire une petite perturbation, donc de l'ordre par exemple de 10 puissance moins 6 dans notre valeur de θ qui vient caractériser notre CDF, et on vient faire la différence entre les valeurs de CDF évaluées pour une valeur de θj moyenne et θj plus le changement delta θ. Et ensuite, ce que je fais, c'est que la différence de ces deux termes-là, je le divise par le delta θ, la perturbation que j'ai appliquée. Et ça va être quoi? Ça va être une approximation locale de la dérivée de mon CDF par rapport aux paramètres qui m'intéressent. Donc, par rapport à ça, on va venir mettre ça en application. J'ai encore une fois le même problème qu'on avait défini plus tôt, x1 qui est log normal, x2 qui est Gumbel, donc x1 qui reprend ma dimension transversale, x2 ma sollicitation. Les deux sont corrélés, et donc les paramètres ici de ces lois-là, même si ici je viens définir comme étant mu sigma, mu sigma, les paramètres natifs de ces deux variables aléatoires, pour le log normal, ça va être la moyenne dans l'espace log, l'écarté dans l'espace log. Pour ma loi Gumbel, ça va être mu et bêta. Donc mes quatre paramètres qui viennent composer mon vecteur θ, mu dans l'espace log, sigma dans l'espace log, mu s et bêta s, okay? Qui sont les quatre paramètres natifs de cette loi-là. Donc ce qu'on va chercher à quantifier ici, c'est le gradient de bêta, donc les dérivées partielles de mon indice de fiabilité par rapport à chacun de ces quatre paramètres-là. Donc, on avait déjà défini, dans le cas de ce problème-là, comment est-ce qu'on peut passer de Z à U, donc dans mon espace normal centré réduit corrélé à l'espace original. Donc ici, ça va être une transformation, ou plutôt, où Z, ici, c'est une transformation de l'espace original à l'espace normal centré réduit corrélé, transformation 1 à 1 à partir de l'égalité des CDF, et de Z à U, en simplement venant multiplier par l'inverse de la décomposition de Cholesky de ma matrice de corrélation. Donc, même chose ici, si on va faire le chemin inverse. Où ici, on avait dit que le jacobien de U vers X, donc ma matrice de dérivée partielle de l'espace normal centré réduit vers l'espace original, c'est ce terme-là. L'inverse de ma décomposition de Cholesky fois une matrice diagonale où j'ai sur les termes de diagonale principale le ratio entre mes PDF marginaux pour XI et les PDF normaux centrés réduits. Parfait. Donc, si je cherche ma matrice jacobienne ici, la dérivée de cette fonction de transformation de U vers X, et je veux cette dérivée-là par rapport à θF. Donc, ce qu'on a vu, c'est ces termes-là qu'on a ici. Donc, c'est toujours 1 sur le PDF de ZI fois la dérivée partielle de mon CDF correspondant par rapport à θi. Donc, ici, ce qu'il faut voir, c'est que le CDF de X1 ne dépend que de θ1 et θ2. θ3, θ4 ne viennent pas influencer mon CDF de X1 ni le PDF. Donc ici, ça veut dire quoi? Ces deux termes-là sont à 0 parce que j'ai aucune sensibilité de mon CDF par rapport aux paramètres de mon autre variable aléatoire. Même chose ici, ces deux termes-là sont à 0 parce que j'ai aucune sensibilité de f de xe par rapport à θ1 ou θ2. Donc il me reste qu'à calculer ces quatre termes-là de façon à définir ma matrice jacobienne. Donc, dans le cas ici, si on évalue ça numériquement, on peut calculer que alpha fois cette matrice jacobienne qu'on vient de calculer, ça me donne mon gradient de bêta par rapport à chacune des valeurs.
on a nos signes ici. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que si j'augmente mon paramètre 1 de 1 unité, mais je vais changer mon bêta de plus 4,7. Si je change mon paramètre 2 de moins 5,4, je vais changer mon bêta de moins 5,4 unités, etc. Donc, si je vais changer mon quatrième paramètre, qui va être mon bêta pour ma deuxième variable aléatoire Gumbel, bien, je vais changer mon bêta de moins 0,18. Je peux faire la même chose pour, plutôt que de le faire pour bêta mon indice de fiabilité pour ma probabilité de défaillance, je peux le faire pour ma probabilité en multipliant ce que j'avais obtenu ici par moins phi, le PDF normal centré réduit de bêta. Donc, on voit les changements qu'on a ici. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que les sensibilités par rapport aux paramètres natifs des lois, dans le cas ici log normal et Gumbel, sont très très peu intuitives. Donc, c'est à peu près impossible de me faire une idée de qu'est-ce qui est important. Okay? Parce qu'un changement de 4,7 sur mon indice de fiabilité, c'est énorme. Ça ne veut rien dire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de façon à pouvoir interpréter facilement les magnitudes de ces quantités-là? On va venir reparamétrer ça, on va venir corriger ça, de façon à pouvoir interpréter en fonction de m de x et dx, c'est-à-dire les valeurs moyennes et les écarts types de mes variables aléatoires, plutôt que par les paramètres natifs qui sont très difficiles à interpréter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment est-ce qu'on peut faire ça et on va voir comment est-ce qu'on peut également normaliser ce gradient-là de façon à pouvoir davantage interpréter les quantités. Donc, comme on le sait, à l'exception de la loi normale, la plupart des densités de probabilité vont être paramétrées par m de x et ne seront pas paramétrées par m de x et dx, c'est-à-dire ne seront pas paramétrées par des moyennes et des écarts types, vont être paramétrées par d'autres paramètres qui sont beaucoup plus difficiles à interpréter, pour lesquels c'est dur d'assigner un sens physique. Donc la question c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut changer notre sensibilité de façon à ne pas l'avoir par rapport à ces paramètres natifs, mais plutôt par rapport aux moyennes et aux écarts types. Donc, ce qu'on a vu dans le module 3, où on a vu, je crois que, non, ce qu'on a vu dans le module 1, où on a vu le détail des lois de probabilité, c'est que pour chacune de ces lois de probabilité-là, c'était toujours possible de trouver une correspondance entre la moyenne et l'écart type des variables aléatoires et les paramètres natifs dans θ. On a toujours des fonctions disponibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir trouver notre gradient de bêta par rapport au moyenne et l'écart type à partir, encore une fois, de la dérivation en chaîne. Donc, on va avoir le gradient de bêta par rapport aux paramètres natifs fois la matrice jacobienne de mes paramètres natifs par rapport à chacune des moyennes et écarts types. Okay? Donc, tout ce qui va nous rester à faire, c'est faire la dérivée de ces fonctions-là par rapport à mu x et sigma x. Donc, parfait. Donc, ce qu'on cherche ici à la fin à quantifier, c'est ce vecteur gradient, donc dérivée partielle de bêta par rapport à chacun des valeurs moyennes et dérivée de bêta par rapport à chacun des écarts types. Et le pas supplémentaire qu'on va faire, c'est d'obtenir des mesures de sensibilité adimensionnelles. Okay? De venir exprimer delta, qui va être notre mesure de sensibilité adimensionnelle, qui va être exprimée le changement de moyenne par rapport à l'écart type. Ça veut dire quoi? Donc, pour ce delta, on peut interpréter ça comme la première valeur ici. Si je change mu1 de 1 écart type, voilà quel est son effet sur bêta. Si je change mu-n de 1 écart type, voilà quel est son effet sur bêta. Okay? De façon à pouvoir quantifier l'effet relatif de nos variables aléatoires, ou des paramètres de nos variables aléatoires, par rapport à l'incertitude actuelle qui est quantifiée par sigma pour chacune de nos variables aléatoires. On peut faire la même chose avec eta, mais cette fois-ci, c'est pour quantifier l'importance relative de nos écarts types. Donc, si je modifie l'écart type de ma première variable aléatoire de 1 écart type, voilà l'effet sur bêta. Mon dernière composante ici, si je modifie mon énième écart type de 1 écart type, voilà quel est l'effet sur bêta. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut interpréter les mesures delta et eta, qui sont des mesures de sensibilité adimensionnelle, qui vont être celles qui vont être le plus représentatives ou le plus facile à interpréter dans un contexte pratique. OK, donc on reprend notre même exemple. x1 qui est log normal, x2 qui est Gumbel. On a une distribution conjointe qui est de type NATAF. Donc j'ai mes 4 paramètres natifs, la moyenne dans l'espace log, écart type dans l'espace log. J'ai mu et s qui sont les 2 paramètres de ma loi Gumbel. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est trouver
le gradient de bêta, non pas par rapport à θf qu'on avait obtenu précédemment ici, mais par rapport à mes deux valeurs moyennes, mu d et mu s, et mes écarts types, sigma d et sigma s. Une fois que j'ai obtenu ça, je veux également obtenir mes mesures de sensibilité adimensionnelle, donc delta, qui va être, si je change ma moyenne de 1 écart type, donc si j'ajoute 2 mm à mu d, de combien ça va changer mon indice de fiabilité? Au contraire, si pour ma deuxième composante de delta, si je change mu s, ou si j'ajoute un écart type à mu s, donc je passe mu s de 15 à 20, comment est-ce que ça va changer mon indice de fiabilité bêta? Mon état, c'est quoi? C'est en fait, si je change mon écart type d'un écart type, donc je passe mon écart type pour D de 2 à 4, comment est-ce que ça vient changer mon indice de fiabilité? Ma deuxième composante de état, si je passe sigma s de 5 à 10, comment est-ce que ça vient changer mon indice de fiabilité bêta? Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir ici. Donc rappelez-vous, on avait vu dans le module 1 comment est-ce qu'on pouvait avoir nos fonctions qui viennent lier les paramètres natifs, ici de la loi log normale, à mes moyennes et mes écarts types. Donc ici, on n'a aucun paramètre ici, mais dans sigma de ln de x1, j'ai mon delta. Ah non, j'ai le log ici j'ai la moyenne de x1 qui intervient ici, j'ai delta de x1 qui fait intervenir le ratio entre l'écart type de x1 et sa moyenne. Donc j'ai mes deux fonctions ici. Pour x1, pour x2 qui est Gumbel, j'ai ma relation entre mu et bêta, i mu x2, sigma x2, la moyenne et son écart type. Donc parfait, qu'est-ce que je vais devoir venir faire? Trouver les dérivées partielles de ces fonctions-là. Donc, mon vecteur θf, qui sont les paramètres natifs de mes deux densités de probabilité, sont mu du log de x1, ou mu de x1 dans l'espace log, écart type de x1 dans l'espace log, mu et bêta pour ma loi Gumbel. Et donc, on avait ces quatre fonctions-là qui viennent exprimer mu et sigma, mu et bêta, par rapport à moyenne et écart type. C'est les quatre fonctions qu'on avait définies à la diapositive précédente. Okay? Pour lesquelles, ici, j'ai mes vecteurs mx et dx, qui est mu de x1 et mu de x2, sigma de x1, sigma de x2. Okay? Donc, ma matrice jacobienne, ici, qui est d'écrire les dérivées partielles de mes paramètres θ, mes quatre paramètres ici, par rapport à mes moyennes et mes écarts types, qui sont mes quatre paramètres ici. Donc, chacune des lignes ici, donc ma première ligne, ça va être mon premier paramètre. Deuxième ligne, deuxième paramètre. Troisième ligne, troisième paramètre. Quatrième ligne, quatrième paramètre. Donc, première ligne, ça va être la moyenne de x dans l'espace log. Et je fais la dérivée dans chacune des colonnes par rapport à un de ces paramètres-là. Donc, ma première colonne, ça va être la dérivée de ceci par rapport à ceci. Deuxième colonne, dérivée de ceci par rapport à ceci. Troisième colonne, ceci par rapport à ceci, etc. Okay? Et ce qu'on va voir, c'est qu'on aura plusieurs termes ici qui seront 0. Okay? Parce que dans chacune de ces lignes correspondant à chacune de ces fonctions, la majorité de ces lignes-là ne font pas intervenir toutes les variables aléatoires. Donc, à chaque fois qu'une variable aléatoire n'apparaît pas, mais la dérivée partielle sera 0. Donc ici, notamment, on voit par exemple que la première ligne ici, qui correspond au mu de ln de x1, va être dépendante de mu de x1, ce paramètre-là, et c'est tout. Et c'est tout. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est que ce terme-là va être non zéro. Le deuxième terme qui est si on vient dériver ceci par rapport à mu de x2, bien, en fait, la variable de x1 ne dépend pas de x2. Donc, mu de x2 ici, c'est 0, pas de sensibilité. Par rapport à x3, ici, on aura une sensibilité parce que ça va dépendre de sigma 1 et ça ne va pas dépendre de sigma 2. Pour ma deuxième fonction, celle-ci, elle dépend de delta, qui est la relation entre sigma 1 et x1, donc on aura une sensibilité. Ici, si je viens dériver ceci par rapport à mu de x2, je n'ai pas de terme x2 ici, donc c'est 0. Par rapport à sigma 1, bien, delta fait intervenir sigma 1, j'aurai une dérivée partielle et c'est 0. Donc là, ici, j'ai calculé de façon analytique ces dérivées partielles-là. On aurait pu le faire de façon numérique aussi. Dans le cas ici, c'est simple de faire de façon analytique, donc je l'ai fait de façon analytique. Troisième fonction ici, bien, ma troisième fonction n'est pas fonction de mu de x1, donc j'ai 0. Dérivée par rapport à mu de x2, bien oui, parfait, c'est 1. Je n'ai pas de sensibilité par rapport à sigma de x1, c'est 0. Dérivée par rapport à sigma 2, je l'ai ici, bien parfait, j'ai ma dérivée. Donc, cette fonction-là ne fait pas intervenir mu de x1, ne fait pas intervenir mu de x2, donc 0, 0, ne fait pas intervenir sigma de x1, 0, fait intervenir sigma de x2, j'ai ma dérivée. Donc, voilà comment on remplit cette matrice jacobienne.
Donc, une fois que je l'ai, je prends le gradient de bêta par rapport au paramètre θ que j'avais déjà obtenu précédemment, je le multiplie par la matrice jacobienne que je viens d'obtenir, voilà mes résultats. Donc, comment est-ce qu'on interprète ceci? Ça va être le changement de bêta si j'augmente mu d de une unité. Changement de bêta si j'augmente mu s de une unité, changement de bêta si j'augmente sigma d de une unité, et changement de bêta si j'augmente sigma s de une unité. Donc, ce qu'on peut voir ici déjà, c'est qu'en termes de signe, d qui correspond à la dimension, si je viens augmenter la dimension, je viens effectivement augmenter bêta. Rappelez-vous, plus bêta est élevé, plus ma probabilité de défaillance va être petite. Donc, ça correspond avec le sens physique auquel on peut s'attendre. De l'autre côté, si j'augmente la moyenne de sollicitation, je vais venir diminuer bêta, ça fait du sens aussi. Et de l'autre côté, dans les deux cas, peu importe si D correspond à la résistance ou la sollicitation, ici, dans ces deux cas-là, augmenter l'incertitude par rapport à D ou S vient diminuer bêta. Donc, on va venir augmenter la probabilité de défaillance. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très courant. On va revoir ça dans le module 10. Il y a certains cas d'exception qui peuvent diverger de ceci. Mais on va revenir voir ça dans le module 10. Même chose pour probabilité de défaillance. Si je veux obtenir ma sensibilité, non pas par rapport à bêta, mais par rapport à PF, donc dans le cas ici, je vais multiplier ce que j'aurais obtenu ici par moins le PDF normal centré réduit de bêta. Donc j'obtiens ici les mêmes quantités avec les mêmes signes, les mêmes interprétations, mais cette fois-ci par rapport à ma probabilité de défaillance. Donc si j'augmente mu d de une unité, je vais obtenir un changement de moins 0,06 sur ma probabilité de défaillance, etc. pour chacune de mes variables qui sont définies dans le même ordre que défini ici. Si je veux obtenir mes mesures adimensionnelles, donc rappelez-vous, delta, c'est la sensibilité par rapport à mes moyennes. Donc, si j'augmente ma moyenne pour mu d de 1 écart type sigma d, voilà le changement sur bêta. Si j'augmente ma moyenne mu s de 1 écart type sigma s, voilà mon changement sur bêta. J'ai la même chose pour eta, mesure de sensibilité adimensionnelle, mais cette fois-ci pour les écarts types. Je passe de sigma d à 2 sigma d pour l'incertitude. Voilà mon effet sur le bêta. J'augmente sigma s à 2 sigma s, moins 0,43. Donc, en résumé, ce qu'on a vu ensemble dans ce module 7, ça va être tout d'abord comment est-ce qu'on peut venir mesurer l'importance de chacune des variables aléatoires sur ma marge de sécurité normalisée, à partir soit directement du vecteur alpha lorsque mes variables sont indépendantes, ou par rapport à mon vecteur gamma chapeau, qui va venir représenter ici le produit de mon vecteur alpha fois le jacobien de ma transformation de U vers X, qui est déjà disponible à partir d'une analyse forme, et de ma matrice d'écart type. Donc, une fois que je normalise tout ça, je vais obtenir mon vecteur gamma, qui représente l'importance relative de chacune de mes variables aléatoires. Ou je peux interpréter le signe. Si le signe de gamma ou de alpha est négatif, ça va contribuer à la capacité, positif contribuer à la demande. Et ça, on a pu voir ça par rapport à notre marge de ou à notre surface d'état limite qui était représentée comme bêta moins alpha. L'importance de chacun des paramètres par rapport à notre probabilité de défaillance, on a vu qu'on pouvait quantifier ça par rapport à notre gradient par rapport à soit bêta, soit PF, par rapport à chacun de nos paramètres θ. Et ça, on a fait ça par rapport en multipliant alpha, mon vecteur gradient négatif normalisé, fois la matrice jacobienne, où on vient prendre les dérivées partielles de notre fonction de transformation de x vers u par rapport à chacun des paramètres θ. Le produit des deux, ça me donne mon gradient de bêta par rapport à θ. Si je veux reparamétrer ça de façon à ne pas avoir la sensibilité par rapport aux paramètres natifs de mes densités de probabilité, mais plutôt par rapport aux moyennes et écart type, par rapport à la dérivée en chaîne, ce que je fais, c'est que je vais venir multiplier ce résultat-là par rapport à le jacobien, où je vais venir prendre les dérivées partielles de chacune des transformations qui viennent chercher la correspondance entre les paramètres natifs et les moyennes et les écarts types par rapport à chacune de mes variables. Donc, en faisant le produit de ce qu'on a obtenu ici par rapport à ce jacobien, j'aurai maintenant ma sensibilité de bêta par rapport à mes moyennes et écarts types. Et finalement, je peux reparamétrer ça en mesure adimensionnelle delta et eta. Delta vient multiplier de façon adimensionnelle, vient mesurer de façon adimensionnelle la sensibilité de bêta par rapport à mes moyennes. Donc, si je change mes moyennes d'un écart type, de comment est-ce que je change bêta, ou eta, si je change mes écarts types d'un écart type, de comment est-ce que je vais changer bêta. Et à la fin, on veut utiliser toutes ces quantités de façon à mesurer les sensibilités, ce qui va nous permettre de dire, mais si notre bêta actuel quantifié ne satisfait pas les normes en vigueur, mais sur quelle variable ou sur quel paramètre je devrais agir,
si je veux corriger la situation. Est-ce que je dois modifier, par exemple, les valeurs moyennes en renforçant ou en agissant sur la structure, ou est-ce que je devrais plutôt amasser de l'information de façon à réduire l'incertitude, réduire les écarts-types pour certaines des variables. Et donc ça va nous permettre de choisir sur quelle de ces variables-là on devrait agir. Et on va voir par rapport à ça de façon plus en détail dans le module 13, comment est-ce qu'on peut venir faire cette prise de décision en tenant compte de l'incertitude qu'on peut avoir dans notre analyse. Avant d'en arriver là, on va voir dans le prochain module, notre dernier module analytique d'estimation de la probabilité de défaillance. Ce qu'on avait vu dans le module 6, le module précédent, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser une approximation du premier ordre de ma fonction d'état limite. On va voir dans le prochain module comment est-ce qu'on peut étendre ça, analyse du second ordre. Donc, au lieu d'approximer notre fonction d'état limite par un plan, on va venir approximer celle-ci par une parabole.